Bonjour et bienvenue dans le 35e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de professionnalisation dans le domaine avec le démarrage très bientôt d'une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale du moment, j'écris des romans. J'ai 3 projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj, l'histoire d'Olivia, une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours d'écriture, Essai comique sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme, de son enfance jusqu'à sa mort. Je travaille actuellement à la rédaction du livre 1. Dans ce cadre-là, j'ai souscrit à un atelier d'écriture et je suis accompagnée par une éditrice pour travailler mon texte. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantasy, qui est plutôt en pause pour le moment. Le concept de ce podcast, une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mon travail, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture. Dans cet épisode, je vous parle de bêta-lecture, de mon atelier d'écriture, de début de roman, de chapitrage, de plaisir, d'inconscient, de processus, de métier en lien avec l'écriture, de scénario et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en avril 2023. Bonne écoute à vous! Le dimanche 23 avril 2023. S'il y en a parmi vous qui seraient tentés de se créer un petit groupe comme ça pour pouvoir lire nos textes de façon régulière, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Alors, j'ai besoin de connaître un petit peu qui j'ai en face de moi avant d'échanger un texte. C'est quand même assez intime l'échange de manuscrits. Dernièrement, il y a une personne qui m'a contactée qui voulait qu'on échange nos textes pour se bêta-lire l'une et l'autre. J'étais hyper enthousiaste à cette idée, mais j'aurais aimé qu'on fasse un peu plus connaissance. Et quand j'ai essayé de creuser, elle m'a plus répondu. Mais sauf que moi, je creuse parce que je sais pas qui elle est. Elle voulait m'envoyer en plus son texte via la poste, donc ça voulait dire lui donner mon adresse postale, là où j'habite. Je trouve ça hyper personnel, je sais pas en fait qui c'est qu'il y a de l'autre côté. Donc j'ai un peu essayé de tâter le terrain pour savoir qui j'avais affaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Internet, ça reste quand même une plateforme anonyme. Il faut quand même faire attention. On ne sait pas du tout quelles sont les intentions de la personne qui nous contacte. Il faut rester vigilant. En tous les cas, moi, j'ai besoin de me sentir un minimum en sécurité avant de partir sur quelque chose d'aussi intime que la bêta-lecture d'un manuscrit. Voilà, j'avais tenté l'expérience de faire lire mon texte à des bêta-lecteurs que je ne connaissais pas. Bon, à part une de mes bêta-lectrices, avec qui j'ai eu vraiment un échange très intéressant. Les 2 autres, il y en a une, les retours qu'elle m'a fait étaient très déstabilisants, ils ne correspondaient pas du tout à ce que j'attendais. Et en fait, c'était une professeure de français et elle s'est juste attachée à l'orthographe de mon texte. Alors en même temps, elle m'a dit des choses très pertinentes qui m'ont permis de réorienter mon travail, mais surtout au niveau de l'orthographe, alors que moi, c'était pas forcément ce que je demandais. Et la dernière bêta-lectrice, en fait, c'était une correctrice professionnelle qui se servait de ce moyen-là pour trouver des clients. Et en fait, tout ce qu'elle attendait, c'était que j'adhère à ses services de correction, alors que c'était beaucoup trop tôt dans l'écriture. Et puis, j'ai pas du tout aimé cette façon de procéder. Je me suis sentie abusée, pour le coup. Du coup, ça m'a un peu freinée dans l'idée de faire lire mon texte à des gens que je ne connaissais pas. Et puis même moi, de mon côté, j'ai fait l'expérience de lire des textes de gens que je ne connaissais pas. Et j'ai l'impression que mes retours, soit ont été mal pris, alors peut-être que même moi, je m'y suis mal prise pour exprimer ce que je pensais, alors que j'ai essayé d'être bienveillante, parce que quand même, le but, c'est de ne pas plomber un auteur. Mais par contre, j'ai une exigence autour d'un texte que j'ai aussi pour moi, et donc du coup, je peux être assez prolixe dans ce que je dis sur un texte. J'ai plein de choses à dire sur un texte, mais dans le but qu'il puisse être retravaillé, ou réfléchi au moins, que ça puisse apporter du grain à moudre au moulin de la personne qui travaille son texte. Parce que sinon, si c'est pour dire j'aime ou j'aime pas, ça n'a aucun intérêt, me semble-t-il. Mais voilà, les personnes à qui j'ai lu le texte, la première personne, je me suis arrêtée au bout d'une 30aine de pages
Je lui ai fait énormément de retours sur les 30 premières pages en me disant que les retours que je pouvais faire sur les 30 premières pages, ça risquait d'être les mêmes que j'allais lui faire sur toutes les pages suivantes. Donc je lui ai dit, écoute, moi je suis prête à relire ton texte une fois qu'il a été retravaillé. Et il ne m'a jamais répondu et je pense que ça lui a pas plu, ce que je lui ai dit. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il considérait que j'étais pas légitime pour faire ses retours sur son texte, ce qui s'entend tout à fait, mais dans ces cas-là, qu'il ne me demande pas une bêta lecture, parce que moi j'ai fait un travail quand même sur son texte. J'ai essayé de comprendre ce que je trouvais qui marchait pas, etc. Mais peut-être que c'était aussi un avis personnel, parce que évidemment j'ai pas l'expérience d'un éditeur. Et la deuxième personne, là j'ai lu tout son texte, mais d'ailleurs c'était la deuxième personne dont j'ai fait le travail de bêta lecture en premier. J'ai lu tout son texte, qui était vraiment, il y avait plein de problèmes de partout. Et j'ai commencé à lui faire mes retours. Et en fait, au bout de 3-4 retours, elle me répondait plus. Alors est-ce que je l'ai vexée ? Sans doute, hein. C'est que j'ai dû la vexer. Mais pourtant, je fais très attention à être bienveillante. Je sais à quel point ça peut être dur d'avoir des retours sur son texte et qu'il ne faut pas casser l'auteur en herbe. Surtout pas. On a tellement de choses à apprendre. On en est tous à des stades différents. J'en ai conscience. Alors après, est-ce qu'il y avait trop de retours, ce qui fait qu'elle s'est sentie assommée par tout ce que je lui disais ? Mais pourtant, je suis restée assez light parce que je lui ai dit, mais quoi, 1/5 de toutes les notes que j'avais prises. Et alors en fait, voyant ça, je lui ai pas envoyé toutes les notes que j'avais prises parce que en fait, j'ai senti que ça l'intéressait pas. Donc j'ai fait un travail monstrueux autour de son texte pour rien. C'est pour ça que le deuxième bêta lecteur, j'ai lu que ces 30 premières pages en lui disant peut-être ça va te donner des pistes pour retravailler ton texte et une fois que ça sera retravaillé, moi je suis prête à lire la suite. Sauf qu'en fait, pareil, il m'a jamais répondu, donc ça lui a pas plu ce que je lui ai dit. Bon, peut-être que je sais pas faire ça, hein, j'en sais rien, hein. Mais il m'a semblé que ce qui avait manqué dans ces cas-là, c'est qu'on n'avait pas tellement échangé au préalable, que je ne savais pas à qui j'avais affaire, eux ils savaient pas non plus à qui ils avaient affaire, ce qui fait que peut-être que je leur ai répondu, c'était pas ce qu'ils cherchaient, peut-être que c'était trop précis, trop prolixe mes retours, ils étaient peut-être pas prêts à recevoir autant de critiques, mais quand je parle de critiques, c'est pas des critiques pour dire non mais c'est nul, pas du tout. Donc bon, aujourd'hui, je fais encore plus attention, du coup, quand je fais des retours, même pour ces journées des auteurs, là, quand chacun lit son texte, même s'il y a des textes que j'apprécie moins que les autres, qui me semblent moins bien écrits que les autres, bon, je vais pas dire, par contre, je trouve que c'est mal écrit. Jamais de la vie. Oh, mais quelle horreur. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur moyen pour déprimer un auteur. Je sais ce que c'est, quoi. Donc tout ça pour dire que je pense que quand on fait appel à la bêta lecture, c'est bien quand même d'avoir quelques échanges avec son bêta lecteur avant de passer son texte et de savoir pourquoi on le fait lire. Que le bêta lecteur, il comprenne où est-ce qu'on en est dans notre écriture, ce qu'on attend de son retour. Mais je pense que le plus important, c'est que le bêta lecteur sache à quel stade on en est de l'écriture. Si c'est un premier jet, bon déjà moi je lis pas un premier jet, parce que j'estime que quelqu'un qui a écrit un premier jet, il est capable, en se relisant, de se corriger tout seul plus d'une fois avant de passer son texte à la bêta lecture. Relire un premier jet, c'est trop tôt dans les périodes d'écriture. Déjà, faites un premier jet, laissez reposer votre texte minimum 1 mois, reprenez-le, vous allez voir plein de choses, vous allez pouvoir le corriger. Vous pouvez encore de nouveau, après cette première correction, faire une pause et le reprendre et le recorriger. Et une fois que vous êtes bloqué, envoyez-le en bêta lecture. Mais n'épuisez pas des bêta lecteurs avant d'être bloqué vous-même, ça sert à rien. Si c'est des choses que vous pouvez voir tout seul, pourquoi vous allez demander à quelqu'un d'autre de vous le dire ? Voilà, donc moi je préfère lire quand même un texte qui a déjà été lu, relu, retravaillé, et le lire à partir du moment où la personne elle est bloquée dessus. Parce que c'est là où mes retours vont être attendus et vont apporter quelque chose à la personne. En amont, ça sert à rien. Et puis si vous cherchez à vous faire relire pour qu'on vous dise que c'est bien, dans ces cas-là, ne faites pas appel à une bêta lecture. Parce qu'une bêta lecture, il y aura toujours des choses à dire sur votre texte. Donc si vous n'êtes pas prêt à les recevoir, ne demandez pas, tout simplement. En gros, moi je suis prête à faire des échanges de bêta lecture avec vous, mais qu'on puisse en discuter au préalable, que vous puissiez me dire où est-ce que vous en êtes dans votre travail d'écriture, qu'est-ce que vous cherchez dans cette bêta lecture, pourquoi à ce moment-là, vous faites appel à une bêta lecture. Je suis prête à faire des échanges comme ça. Parce que de mon côté, je cherche des bêta lecteurs et je trouve que c'est très compliqué à trouver.
Pour l'instant, j'en ai pas besoin à l'heure actuelle. Pour l'Inde de Suraj, je suis encore en train de retravailler. Ça sert à rien de le faire relire pour qu'on me redise les mêmes choses sur lesquelles je dois déjà travailler en amont. Je suis en phase de correction pour le moment. Pour l'essai comique, pour l'instant, je suis accompagnée avec mon atelier d'écriture, donc c'est pareil. C'est trop tôt pour le faire relire. Et enfin, pour mon roman de fantasy, clairement, là, je suis absolument pas prête à le faire lire à qui que ce soit. C'est beaucoup trop tôt dans l'écriture, j'en suis qu'à la phase du premier jet, donc non. Là, je ne fais pas. Donc, dans l'immédiat, j'ai pas besoin de bêta-lecteur. Mais par contre, je sais que dans l'avenir, je vais de nouveau en avoir besoin. Et c'est vrai que si j'ai déjà commencé des échanges de bêta-lecture avec des gens, ça serait super d'avoir un petit réseau comme ça d'auteurs autour de moi avec qui on puisse se relire, quoi. À bon entendeur, s'il y a des gens qui sont partants pour faire ces échanges-là, je suis vraiment motivée. Et puis même pour se créer un petit groupe où on se lit mutuellement nos textes et on se commente les uns les autres de façon hebdomadaire. S'il y en a d'autres à qui ça parle, n'hésitez pas à venir m'en parler. On pourra en discuter ensemble et faire connaissance. Je viens d'envoyer un mail à la personne référente pour notre atelier d'écriture, où je lui expose succinctement mes difficultés. Je suis un peu inquiète parce que je ne sais pas quelle va être la tournure, quelle va être la direction et les retombées de ça. Mais c'est vrai que je ne peux pas rester dans cette situation. Depuis que j'ai commencé mon objectif manuscrit, je suis frustrée. Je suis pas bien en fait. Et depuis, mon écriture s'en ressent. Il y a des choses qui sont bloquées en moi. Et puis j'ai l'impression de ne plus du tout écrire le roman pour moi aussi. Et ça, c'est pas bon non plus. Et puis limite, je suis un peu écœurée de mon texte de l'essai comique. Soit parce qu'il prend pas la bonne direction, soit je sais pas, j'aurais du mal à dire. Mais mes difficultés, elles sont arrivées avant ça. Hein. C'est pas parce que mon texte prend la mauvaise direction que d'un coup je me rends compte que ça va pas, cet atelier. C'est depuis le départ, je sens pas l'accompagnement personnalisé vraiment en fait. Je sens que notre accompagnante n'est pas forcément disponible pour nous. Alors c'est toujours très pertinent les retours qu'elle nous fait, ça n'empêche pas. Et que je suis sûre qu'elle a plein de choses à m'apporter. Mais c'est pas vraiment ce que j'attends de cet atelier. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu léger. Donc, étant donné le tarif, j'aimerais bien quelque chose qui soit un peu à la hauteur de mes espérances, quoi. Bon, on va voir ce qui va être donné. Moi, j'ai été beaucoup rassurée par la personne qui m'a écoutée hier. J'espère que ce sera le cas avec l'autre personne référente de l'atelier. Qu'est-ce qu'elle peut me proposer ? J'espère qu'on n'est pas déjà trop avancé dans l'atelier pour pouvoir changer les choses. Je reste confiante. Mais je pense qu'en effet, c'est bien que j'en parle parce que si c'est une souffrance, cet atelier, c'est pas le but. Après, peut-être que c'est moi qui me suis trompée, c'est moi qui n'ai pas choisi le bon atelier, c'est pas ce qui me correspondait vu l'étape à laquelle j'en étais. J'en sais rien, peut-être, mais il doit forcément avoir des solutions. Je n'ai pas 3, mais 4 versions de mon début pour l'essai comique. Et je ne sais pas laquelle choisir. Après, je viens de me rappeler qu'hier, on a parlé de ça. Je posais la question comment commencer un roman ? Comment choisir quel sera le premier chapitre ? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un premier chapitre ? Comment faire un chapitrage ? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un chapitrage ? Parce que moi, quand je fais un chapitrage synthétique, j'ai plus du tout envie d'écrire l'histoire que j'ai mise dedans. Parce que ça me semble plat, totalement. Et on me conseillait de déterminer quels étaient les enjeux de chaque chapitre. En quoi il faisait avancer l'intrigue. C'est fou, je tourne toujours autour des mêmes questions, mais c'est pas clair, j'ai l'impression qu'il y a des choses que je capte pas bien, ce qui fait que je tourne en rond. Je n'arrive pas à trouver de solution. Je vais reprendre les notes que j'ai prises hier et puis je vais essayer de me poser des questions. Et aussi ce que je peux faire là par rapport à mes 4 chapitres, c'est de les enregistrer chacun et de les réécouter. Mais je suis même pas sûre qu'en faisant ça, j'arrive à déterminer lequel correspond mieux à ce que j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a un, je vais plutôt préférer la voix, mais j'aime pas trop comment les choses sont formulées. L'autre, ça va plus me plaire ce que je dis, mais je vais moins aimer le style. Donc je choisis quoi ? Je choisis plutôt une voix ou je choisis plutôt l'histoire que je raconte ? Bon, je pense qu'il faudrait que je choisisse l'histoire que je raconte et qu'après je travaille ma voix. Mais je ne sais pas faire ça. Je pense qu'en tous les cas, si j'ai mon atelier là jeudi prochain, si rien n'a changé d'ici là, il faut que je vienne avec des questions précises. Et si l'éditrice, dans les commentaires qu'elle me fait, les retours qu'elle me fait sur mon texte,
elle ne répond pas à mes questions, je lui pose à la fin. Parce que moi, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de me rendre compte de ce qui va pas. Par exemple, je lui ai jamais demandé, mais on fait comment un chapitrage ? Qu'est-ce qui doit apparaître dans un premier chapitre ? Qu'est-ce qui est important pour un premier chapitre ? Là, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va pas être à partir de cette séance que ça va commencer à devenir intéressant ? Parce que là, on va commencer à partir des textes. Bon, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire là pour l'essai comique ? Qu'est-ce qui est la priorité ? Bon, déjà, je pense qu'il faut que je réfléchisse sur mon premier chapitre. Qu'est-ce que je veux mettre dans ce premier chapitre ? Quelle est l'intention de mon premier chapitre ? En fait, quand je fais ça, le fait d'avoir déjà écrit, je pars de ce que j'ai déjà écrit pour dire ce qu'il y a dans mon premier chapitre, plutôt que de partir sur ce que je voudrais dire et mettre dans mon premier chapitre. C'est là où ça va pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle aurait aimé, l'éditrice, qu'on n'ait pas écrit notre texte avant. Parce qu'on ne part pas du même endroit, ce que je comprends. Après, est-ce que moi, j'aurais été capable de faire un chapitrage sans avoir jamais rien écrit ? J'en sais rien. La dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a complètement bloquée. Alors peut-être que je m'y suis pas prise de la bonne manière, mais derrière, j'ai eu du mal à écrire l'histoire, quoi. Je reste quand même persuadée que quand on se lance dans un roman, il faut qu'il y ait du plaisir quelque part. Si c'est que mécanique, franchement, je vois pas l'intérêt d'écrire. Et moi, la partie que j'aime le plus, c'est de me lancer dans une histoire sans savoir où je vais, pour qu'il y ait des choses qui jaillissent auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai envie de raconter quelque chose. Généralement, quand c'est une idée qui me travaille depuis quelques années, c'est que j'ai quelque chose d'essentiel à dire. Mais je ne sais pas forcément ce que c'est, et avant de l'avoir écrit, je n'ai pas vraiment envie de creuser. Parce que ce que je trouve intéressant dans l'écriture, c'est de plonger dans l'inconscient et de voir ce qui va jaillir. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans l'écriture. Donc si, au préalable, je sais ce que je veux écrire, je sais dans quelle direction je vais essayer de coller à ça sans laisser mon inconscient parler. Et je vais avoir, à mon avis, en tous les cas, c'est l'expérience que j'ai fait, du mal à lâcher prise. Du coup, le résultat va être un petit peu décevant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est très important de respecter le processus qui nous est propre. Bon, avant de trouver son processus, c'est bien d'en tester plein, pour voir qu'est-ce qui nous correspond. Ça me paraît compliqué de partir d'une méthode qui ne nous parle pas. Moi, j'ai déjà pas mal écrit, je sais à peu près où je me situe et là où je prends le plus de plaisir à l'écriture. Parce que si à un moment il n'y a plus de plaisir, on arrête d'écrire en fait. C'est là où naissent les blocages. Bon, j'ai toujours pas répondu à la question « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Si. Je vais travailler sur qu'est-ce que je veux dire dans mon premier chapitre. Qu'est-ce qu'il est important de dire. Je me rends compte que ce qui me gêne dans ma dernière version, c'est le fait que la sœur vienne à l'avant-scène, alors que je pensais la garder totalement en arrière-plan pour qu'il n'y ait pas de confusion avec ma propre vie. En fait, je ne voulais parler que de mon personnage principal qui s'inspire de moi pour éviter de blesser toutes les personnes de mon entourage. Sauf que si je fais ça, le lecteur va le ressentir. Il va sentir que je lui dissimule des choses. Et ça, c'est pas bon. C'est comme si je mettais des choses sous le tapis. Je peux pas faire ça. Ou alors je l'évoque pas du tout et j'invente un total autre contexte familial à mon personnage, ce que j'ai essayé de faire et ce qui n'a pas marché. Donc non, j'ai envie de rester avec le contexte familial qui me parle le plus, c'est-à-dire cette sœur et la mère, et le père aussi. Je veux que le père soit là. Au début, j'ai essayé de faire sans père, ça marchait pas. Après, j'ai essayé de remplacer la sœur par un frère, ça marchait pas non plus. Donc en gros, j'ai envie qu'il y ait 2 parents et 2 sœurs. Bon, là où il y a une grosse différence avec ma propre vie, c'est que moi, j'ai un petit frère. Et là, il n'y a pas de petit frère. Alors là, c'est pareil. Le fait de ne pas mettre le petit frère, je me dis, oui, mais bon, si les autres personnes de ma famille se reconnaissent, mon frère, il risque d'être vexé de ne pas apparaître dans mon roman. Mais après, bon, c'est pas le projet, quoi. Le but, c'est pas de parler de ma famille. Du tout. C'est plutôt de voir comment les femmes se situent par rapport à l'amour. D'ailleurs, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc même le père, il va être un peu en arrière-plan. C'est comment les femmes se construisent par rapport à leur relation amoureuse. C'est ça le thème de mon roman. Alors c'est bien d'avoir le parallèle entre les 2 sœurs qui se construisent pas de la même manière. Je trouve qu'en effet, ça enrichit mon texte de voir ça. Mais là où ça me gêne, c'est que j'ai peur d'en arriver à trop parler de ma sœur alors que je n'avais pas envie de la mettre en avant pour ne pas la blesser. Après,
Je me dis, bon, il faut que j'arrête peut-être de me préoccuper de ce que les autres vont en penser, parce que c'est pas comme ça qu'on avance sur un texte. Et en plus de ça, si je me préoccupe déjà de ça, ça veut dire que je pense déjà à la publication. Alors que là, j'en suis à l'écriture, donc on se calme, quoi. Mais c'est vrai que j'ai beau me dire ça, j'ai beau me rassurer comme ça, parce que mon histoire, elle peut tellement évoluer que plus personne peut se reconnaître dedans. Là, pour l'instant, c'est peut-être assez proche de ce que moi j'ai pu vivre, même s'il y a déjà énormément de fiction qui est venue s'insérer dans mon texte. Mais à force de le retravailler, j'en suis qu'au début. Ça se trouve, à la fin, ça ne ressemblera plus du tout à ce qui m'est arrivé. Et du coup, il n'y aura aucun problème avec ma sœur et ma mère. Je pense qu'il faut que j'arrête d'avoir peur qu'elles se reconnaissent et qu'elles se sentent blessées. Mais c'est très difficile pour moi d'écrire un texte sans cette peur-là. À partir du moment où ce texte, je me dis, si je l'écris, c'est dans le but de l'amener à la publication, quoi. J'arrive pas à me défaire de cette idée-là. Et c'est peut-être pour ça que ça me plaît moins, cette nouvelle version aussi. Parce que je suis pas à l'aise avec cette sœur que je mets en avant. Mais étant donné les raisons, je pense qu'il ne faut pas que je m'en préoccupe. Ce sont des mauvaises raisons. Donc je vais continuer dans cette voie. Après, il y a peut-être encore autre chose qui me gêne. Il faut que je réfléchisse. Bon, déjà aussi, ce qui me perturbe, c'est le fait d'avoir perdu ma voix un peu drôle. J'ai l'impression que c'est plus du tout drôle ce que je raconte, ou très peu. Si peu que le côté comique, il a complètement disparu. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me gêne, mais peut-être que c'est quelque chose que je peux travailler dans un second temps, sauf que je ne sais pas comment faire. Donc c'est là où ça me perturbe. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais envie que mon histoire ne soit pas l'histoire de deux sœurs, mais l'histoire d'Apolline, mon personnage principal, dans sa relation au garçon. J'avais pas envie qu'il y ait un parallèle entre deux personnes. C'est pas ça que je voulais faire. Que ce soit sa sœur ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. J'avais envie que les autres personnages, ils apparaissent plus en arrière-plan. Mais là, le fait de commencer mon roman sur une scène qui met en avant la sœur dans un rebondissement dramatique de sa vie, ça donne le sentiment que je vais parler des deux sœurs en parallèle, et ce n'est pas mon intention. Je n'ai surtout pas envie d'aller dans cette voie. Et là, c'est pas pour cacher ma sœur ou quoi aux caisses, c'est que ça ne m'intéresse pas de travailler sur le parcours amoureux de la sœur. C'est le parcours amoureux de mon personnage principal qui m'intéresse avant tout. Les autres, ils viennent juste en effet miroir ou en effet négatif par rapport à ce que vit mon personnage principal. Il faut pas qu'il y ait plus d'autres choses. Enfin, j'ai tellement déjà de choses à dire sur mon personnage principal que j'ai pas envie de m'encombrer avec les problématiques de mes personnages secondaires en plus à développer. J'ai pas envie de développer plus la sœur qu'elle ne l'est pour le moment. Je suis contente, là je suis dans une super dynamique aujourd'hui, je pense à plein de choses au niveau de l'écriture, il y a plein de réflexions qui me viennent, j'écoute des interviews et là je viens de découvrir des nouvelles chaînes YouTube. Hier j'écoutais le podcast La Machine à écrire dans un épisode qui interviewait 2 scénaristes et là j'ai eu un déclic. Il faut savoir qu'avant, quand j'ai commencé mes études, je me suis orientée dans le cinéma parce que je voulais devenir scénariste et réalisatrice. Et en écoutant ces scénaristes parler, je fais mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Parce que là, en ce moment, je suis en train de chercher quels sont les métiers que je pourrais faire en lien avec l'écriture qui pourraient me permettre de gagner ma vie. Dernièrement, en écoutant un autre podcast, L'Aventure des récits, j'ai entendu l'interview d'une biographe et ça c'est le premier boulot qui m'a parlé. J'adore les parcours de vie, je suis passionnée par ça. Dans mon travail de journaliste, c'était ce que je préférais faire, des longues interviews où la personne me racontait un peu sa vie. J'aimais l'interroger sur son parcours et puis c'est aussi des interviews que j'aime beaucoup quand on questionne les gens sur leur parcours de vie, comment ils ont fait pour en arriver là. Ça, c'est vraiment des questionnements qui me passionnent. J'aime beaucoup aussi la rencontre avec l'autre. J'aime beaucoup questionner. Donc, biographe, je me dis que ça s'inscrirait bien là-dedans. D'autant plus que j'habite dans un coin où il y a beaucoup de retraités. Et quand je parle de biographe, je parle biographe pour les particuliers, pas forcément pour les personnalités. Après, si on vient me chercher pour me demander de faire la biographie de je ne sais quelle célébrité, pourquoi pas, je ne dirais pas non. Mais le but, c'est de proposer ce service à des particuliers. Donc là, je suis en train de me renseigner en ce moment sur les formations qui existent, celles qui pourraient me convenir.
Et ensuite, la deuxième chose, c'est que là, en écoutant ces scénaristes parler hier, je me dis, mais en fait, c'est ça que j'aimerais faire, le scénario. Encore plus que biographe. Parce que là, on travaille en équipe et on invente des histoires ensemble. Enfin, franchement, que rêver de mieux? Moi, je vais au travail tous les matins pour aller retrouver des gens avec qui je vais écrire des histoires. Là, je veux dire, je fonce, quoi. Je me réveille de bonne humeur. Sauf que bon, évidemment, je ne sais pas du tout comment faire. Je ne sais pas comment arriver là. Et puis surtout, ce qui me rend un peu perplexe, c'est pourquoi j'ai abandonné ce rêve-là. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il est toujours présent, il est toujours en moi. Bon, en même temps, j'ai un petit peu la réponse à ça, c'est que j'ai abandonné mon rêve parce que je pensais qu'il n'était pas réalisable, tout simplement. Pourtant, j'ai essayé de faire beaucoup de choses pour devenir scénariste. Déjà, j'ai fait des études de cinéma. À chaque fois qu'on a dû réaliser des courts-métrages, je me suis évertuée à écrire un scénario abouti, complexe. C'était pas juste écrire une histoire parce qu'il fallait réaliser un film, quoi. Moi, j'avais vraiment des ambitions scénaristiques. Alors, ils sont très mauvais, mes 2 premiers courts-métrages, mais par contre, on sent qu'il y a une démarche. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai tenté plusieurs fois le concours du Centre européen de l'écriture audiovisuelle, le CEEA. On devait écrire un synopsis de long-métrage, avec un thème imposé. Le thème qu'on a eu la première année où j'ai postulé à cette école, je crois que c'était quelque chose comme sur une île paradisiaque, le protagoniste retrouve une personne surgie du passé. Ça m'a carrément inspirée, j'ai écrit tout un scénario de long-métrage par rapport à ça. Il y avait plein de problématiques que j'abordais dans ce film, la maternité, les relations hommes-femmes, les drames. Enfin, vraiment, ça m'a énormément inspirée. J'ai envoyé un synopsis et j'ai reçu une lettre personnalisée en disant que ça s'était joué à peu de choses près, mais que j'étais finalement pas retenue. C'est pas grave, j'ai retenté le coup l'année d'après, mais l'année d'après, sans doute que j'étais moins motivée, ou que le thème m'a moins inspirée, je ne sais pas. Le thème, c'était la jalousie. Et moi, j'étais partie dans une direction, et en discutant avec un copain, il me dit « Mais pourquoi tu ferais pas plutôt ça ?» Et ce qu'il m'a dit m'a parlé, et donc j'ai tout remodifié, j'ai changé mon fusil d'épaule, je suis repartie sur une autre histoire au beau milieu du concours, et je pense que le résultat était pas à la hauteur de ce qui était attendu, et là, j'ai pas du tout été retenue, j'ai même pas reçu de courrier personnalisé, rien du tout. Et ensuite, j'ai un peu abandonné cette idée, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je me demande si ça correspond pas aussi à l'époque où j'allais au bout de mes études, j'ai fait une maîtrise, c'était tout début du master, donc j'ai eu ma maîtrise de cinéma en professionnel. Ça voulait dire qu'il fallait réaliser un court-métrage dans le courant de l'année, ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai pas pu passer en Master 2 Pro parce que les places étaient extrêmement limitées. Je crois que c'était réservé à une vingtaine de personnes. Et il fallait avoir minimum 14 de moyenne au Master 1. Sauf que moi, j'étais à 13,5. Mon but, c'était pas forcément de suivre des études, c'était d'avoir des conventions de stage pour pouvoir faire des stages sur des tournages. Donc oui, je pense que j'ai abandonné un peu l'idée de devenir scénariste parce que là, la priorité, c'est devenu comment je fais pour mettre un pied dans le cinéma. Je pense que j'imaginais encore à cette époque que peu importe où je mettrais le pied, je finirais par trouver ma place et arriver à ce que je veux faire, c'est-à-dire scénariste et réalisatrice. Donc j'ai commencé à faire des stages et puis après ça m'a amené du travail, voilà, parce que ça a marché en effet que par contact. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que peut-être la réalisation c'était pas pour moi, je me sentais pas tellement à ma place, quoi. J'ai un peu lâché mon idée de scénariste. Je suis partie sur autre chose et puis j'ai un peu oublié parce que d'un coup c'était de moins en moins accessible, je voyais pas trop comment y arriver. Donc je reviens à aujourd'hui. Évidemment, je ne vois pas trop comment devenir scénariste, étant donné là où j'en suis dans ma vie. Et par contre là, je commence à regarder, à suivre des chaînes YouTube qui parlent de scénario, parce qu'en fait les conseils scénaristiques ça peut aider aussi pour son écriture. Et là, je suis en train de découvrir la chaîne Rouge Vert Bleu, où il y a des conseils en scénario et puis d'autres conseils concernant la vidéo, donc ça vous concerne un peu moins. Et en écoutant quelques conseils sur le scénario, il conseillait d'aller voir une autre chaîne YouTube qui s'appelle Storytank. Et là, c'est des interviews du coup de scénaristes. Et en fait, il questionne l'art du récit sous toutes ses formes et dans toutes les cultures du monde. Alors, je commence tout juste à écouter les interviews qu'il y a sur cette chaîne. Alors, dès le premier, je suis passionnée. C'est hyper intéressant ce qu'il dit. Donc c'est une interview de Philippe Barrière qui est scénariste et consultant. Il explique ce qui peut être bien, au lieu de partir de ce que nous, on veut faire, de se questionner
de qu'est-ce qu'on a envie de provoquer chez son lecteur. Alors lui, il parle de public, parce qu'il parle de film, mais ça vaut aussi pour le livre. Qu'est-ce qu'on a envie de provoquer chez son lecteur ? Est-ce qu'on a envie de lui transmettre notre vision du monde ? Est-ce qu'on a envie de le faire réfléchir ? Est-ce qu'on a envie de critiquer la société ? Est-ce qu'on a envie de plutôt mettre en avant quelque chose qu'on trouve magnifique dans la société ? Bon, alors après, j'ai peut-être pas tout compris ce qu'il disait, je vous conseille quand même d'aller voir la vidéo. Mais tout ça pour dire que cette question-là, je me la suis jamais posée avec l'Inde de Souraj notamment. Quand il parlait de ça, c'est l'Inde de Souraj qui m'est venue en premier, parce que je pense que j'ai pas assez réfléchi avant de me lancer dans l'écriture de ce texte à ce que je voulais en faire. Bon, il n'est pas trop tard pour le faire, je m'y mets aujourd'hui et j'essaye de réorienter ça. Et donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre à mon lecteur à travers l'Inde de Souraj. Moi je crois que j'ai envie de le faire réfléchir sur sa place dans le monde. Pourquoi tu es à cette place-là ? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ou est-ce que l'endroit du monde dans lequel tu as grandi, ton éducation, enfin toutes ces choses externes à toi t'ont placé là où tu en es aujourd'hui dans ta vie ? Alors bon, je pense qu'il faut encore que je réfléchisse à cette question. Mais il y a quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce livre. Ce livre, il évolue avec moi. Les questionnements que j'avais quand j'ai commencé à l'écrire ne sont plus les mêmes, il me semble, aujourd'hui. Enfin, mes préoccupations d'alors ne sont plus les mêmes que j'ai aujourd'hui, ou alors elles ont évolué. Et ce qui fait que l'histoire de l'Inde de Souraj évolue avec moi. C'est pour ça que peut-être ça sera jamais terminé. À la limite, c'est pas grave. Ça me sert de laboratoire. C'est mon outil d'exploration. J'apprends tellement de choses avec ce texte. Mais bon, c'est pour ça qu'il me paraît beaucoup plus profond que l'essai comique. L'essai comique, je viens de le commencer. Je l'ai pas encore trituré dans tous les sens comme l'Inde de Souraj. Et sans doute que je le triturerai moins parce que maintenant j'ai quand même appris des choses. J'aurais peut-être moins besoin de tâtonner que comme j'ai tâtonné dans l'Inde de Souraj, quoi. Mais voilà, je pense que cette question de se dire qu'est-ce qu'on a envie de provoquer chez son lecteur est intéressante à traiter, à répondre, peut-être pour orienter son livre dans une certaine direction. Et en fait, là, on en revient à la question de quelle est mon intention ? Pourquoi j'écris cette histoire ? Et pourquoi j'ai envie de la partager ? Parce que quelque part, si vous avez rien envie de transmettre à un lecteur, pourquoi vous écrivez cette histoire ? C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Je profite de la fin de cet épisode pour vous faire une proposition. J'aimerais créer une sorte de club d'écriture dans lequel on se retrouverait par petits groupes de 4 ou 5 pour échanger chaque semaine autour de nos textes, de nos problématiques d'écriture ou pour lire des extraits de nos romans et avoir des retours constructifs dessus. Alors cela s'adresse à celles et ceux qui ont un projet en cours d'écriture, qui s'inscrivent dans une démarche professionnelle dans le domaine, ou tout simplement celles qui se posent autant de questions que moi sur le sujet et qui en ont marre de se prendre la tête tout seuls dans leur coin. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter via Instagram, @AurélieHorner. Toutes les références sont en description de l'épisode. Et pour les non-adeptes des réseaux sociaux, vous pouvez également m'écrire à l'adresse suivante, aurelia.écriture@gmail.com. Dans tous les cas, si vous avez aimé cet épisode ou que vous voulez tout simplement me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.